Bonjour nos amis. Hier on a parlé sur les transistors, on a parlé sur les différents types de transistors, PNP, NPN, saturé, et ainsi de suite. Maintenant on va parler sur les transistors à effet de champ. À effet de champ. Donc le principe du transistor à effet de champ, c'est-à-dire transistor à effet de champ, TEC, Field Effect Transistor, repose sur un phénomène découvert en 1928 par un savant de Lionfeld, à savoir qu'un champ électrique appliqué perpendiculairement à une mince couche de semi-conducteurs, fait varier l'intensité du courant qui la traverse. Cette idée a été reprise par Shockley dans son domaine des transistors unipolaires en 1952. Donc, on a des jonctions qu'on appelle FET et MOS, toujours FET. On distingue essentiellement deux types de FET, c'est-à-dire Field Effect Transistor, où le champ électrique est produit par une jonction. Alors, les MOSFET, c'est-à-dire métal oxyde semi-conducteur, FET, où le champ électrique est produit par une grille isolée. D'une manière ou autre, les FET, c'est-à-dire transistors à effet de champ, où le champ électrique est produit par une grille isolée, où circule un courant au moyen de deux électrodes, la source qui s'appelle le drain, qui sont connectés au canal. Dans ce cas, le champ électrique qui agit perpendiculairement sur le courant qui circule est introduit par une troisième électrode, la grille qu'on appelle gate. Alors, on a passé par la diode, on est introduit dans le transistor, c'est-à-dire l'assemblage de deux diodes, mais non, le champ électrique qui agit perpendiculairement sur le courant qui circule est introduit par une troisième électrode, la grille qu'on appelle gate, ou bien gâchette. Représentation et réalisation. La réalisation des FET se fait par les procédés classiques de réalisation des semi-conducteurs. Il y a toutefois moins d'opérations de masquage à effectuer pour réaliser un FET que pour obtenir un transistor bipolaire. Un transistor bipolaire se constitue, comme je l'ai dit, de jonctions par le bipolaire, une seule pour le FET et aucune pour le MOS.
Alors, je vais commencer par les schémas. Canal, qu'on appelle ici canal N, et canal P. Toujours le même. Ça c'est canal N, ça c'est le canal P. Canal N a enrichissement en avancement. Donc, ça c'est pour les transistors à effet de champ. Ceci présente plusieurs avantages. Encombrement plus réduit. OK? Le taux d'intégration plus élevé. Les avantages du MOS par rapport au bipolaire sont, par exemple, alimentation possible entre 3 et 18 volts. La consommation est 100 fois plus faible en raison des impédances plutôt d'entrée très élevées. On passe au principe de fonctionnement du GF. La structure d'un fait, canal N, est la suivante. OK? Pour les faibles valeurs de V, il y a création d'une zone désertée des porteurs majoritaires. Disent aussi région des charges espace. Si la grille est au potentiel de la source, ceci qu'on peut dire la jonction P plus N est polarisée en inverse. Le canal se comporte comme une résistance dans laquelle circule un courant IN de porteurs majoritaires, ici des électrons car canal N. Toujours en se basant sur la diode. Si V inverse par exemple reste faible, la région de charge d'espace n'est pas très étendue. Et on vérifie que ID est proportionnel à VD. Ce qui VD, c'est la tension. Alors, la région de charge d'espace n'est pas très étendue et on vérifie que ID est proportionnel à VD. Ce qui signifie que sa résistance du calcul est constante. Quand V augmente, le courant augmente. La zone désertée détend davantage. Dans le canal, la section offerte au passage des électrons plutôt diminue et la caractéristique s'incuve. Alors dans ce cas-là, on voit que VD est supérieur à V de Gates. Lorsque V2 atteint et dépasse V Gate, appelé tension de pincement, le courant ID ne varie plus avec VD. Il reste toujours constant. Cela d'une part. Alors, si on porte la grille à un potentiel négatif par rapport à la source, la région de charge d'espace s'étend davantage dans le canal. Quand je dis le canal, c'est ça. Qu'il y a donc une section plus faible et ID diminue. Alors, on passe au principe de fonctionnement
du MOST. La structure du MOST est la suivante. Alors, dans la jonction G, c'est-à-dire FET, transistor à effet de champ, la charge d'espace est due à une jonction polarisée en inverse. Ok? Dans le MOS, le champ électrique est directement généré par la mise de la grille à un potentiel adéquat, étant négatif pour un PMOS. Une charge négative apparaît sur la grille et une charge positive égale et opposée apparaît dans le canal près de l'oxyde qui joue le rôle de diélectrique. Ok? Cette charge positive a pour premier rôle de compenser la charge négative. Ok? Inhérente, par exemple, au caractère N. Du substrat et sert ensuite à injecter des porteurs minoritaires, ici des trous. On dit alors que le canal est inverse et on parle de zone d'invention. Le reste de fonctionnement est identique à celui de la jonction FET, c'est-à-dire transistor à effet de champ. Chronologiquement, le PMOS a été utilisé avant le NMOS en raison de sa facilité de mise en œuvre, bien que les fonctionnements soient identiques aux polarisations près. On constate cependant quelques différences très importantes entre PMOS et NMOS. Avec PMOS, conducteur par trou, alors c'est pour NMOS, conducteur par électron. Vous voyez? Donc, le NMOS est plus rapide à cause de la modalité des électrons qui est supérieure à celle des trous. Aussi, on voit que la tension du seuil de PMOS, toujours, c'est de 5 volts. Donc, celui de la tension du seuil du NMOS est toujours 2 volts. Ce qui permet d'utiliser des tensions d'alimentation plus faibles pour les NMOS. Le principal intérêt des MOS est qu'ils ne se consomment pas de courant continu sur les entrées, c'est-à-dire la grille étant isolée. Et de plus, on peut dire que le procédé de fabrication est plus simple que celui des transistors bipolaires. Et on sait réaliser des transistors PN sur le même substrat. On obtient alors des fonctions logiques à faible consommation en circuit MOS. Ok? On passe au circuit logique. Circuit logique bipolaire. Avant d'être supplanté par la technologie à base de transistors MOS,
La technologie bipolaire a constitué la base des premiers circuits logiques intégrés. On passe aussi logique, positive et négative. En électronique, on utilise des tensions électriques comme support de l'information. Pour céder des variables binaires, il est donc nécessaire d'utiliser deux tensions, l'une correspondante au niveau logique 0 ou l'autre niveau logique 1. Voilà qu'on peut tout à dire sur les circuits MOS. Il y a aussi des circuits logiques MOS. Donc, après l'étude qu'on a faite de la logique bipolaire, nous allons maintenant décrire l'autre grande technologie employée dans la réalisation des circuits digitaux, la logique dite CMOS. Si vous voulez, on l'a défini par complementary du circuit MOS. D'où la technologie CMOS réaliser des circuits logiques en utilisant des transistors complémentaires, c'est-à-dire type PMOS et NMOS. On passe à la cellule de base. OK? La cellule de base, c'est, voilà nos circuits MOS. On a notre entrée ici. P MOS N MOS, on a notre sortie S. Ici, on applique notre VCC. OK? Ça, c'est une cellule complementary MOS. La grille de transistors PMOS est au potentiel moins V par rapport à la source de ce transistor, conduit alors que le transistor NMOS est bloqué, sa grille étant au même potentiel que sa source. Voilà notre entrée, notre sortie de l'alimentation. La sortie au potentiel V à travers le transistor PMOS, par exemple, conducteur est isolé de la masse par le transistor NMOS. Dans ce cas-là, S égale 1. Donc la sortie varie entre 0 et 1. OK? Par la suite, tous les schémas de principe seront donnés sans préciser la nature N ou P des transistors. Ces derniers étant choisis conventionnellement et en accord avec ceux qui précèdent. De plus, on considérera qu'un transistor ayant la grille et le drain reliés se comportera comme une résistance de pull-off. Voilà, j'arrive à la fin de ce chapitre, qui est transistor à effet de champ.
et à la prochaine.